Bonjour à tous et à tous, chers auditeurs. Nous sommes sur l'Info Décalée pour interviewer Julien Asquet, qui est doctorant à l'Université de Toulouse et membre du laboratoire LEGOS, le laboratoire d'études en géophysique et océanographie spatiale. Bonjour à tout le monde. Bonjour Julien. Déjà, est-ce que tu peux un peu te présenter, de nous parler de ta thèse aussi, puisque tu es doctorant? Ouais. Bon, d'abord, je vais quand même me présenter, on va dire, généralement. Donc moi, là, je suis doctorant, je commence une première année de thèse en océanographie spatiale, notamment en modélisation numérique. Donc c'est l'utilisation des ordinateurs pour comprendre via des modèles la circulation océanique et l'impact de cette circulation océanique sur mon sujet de thèse qui est moi les algues sargasses. Donc les sargasses sont des algues qui s'agrègent en radeau dans l'Atlantique tropical et en fait qui après vont s'échouer sur les plages des Caraïbes, du Brésil ou de l'Afrique équatoriale et en fait en s'échouant vont créer des problèmes sur les plages, sur les côtes, comme les algues vertes en Bretagne, c'est-à-dire des gaz qui sont nocifs pour la santé et aussi impacter le tourisme et la biodiversité. Et du coup, l'objectif de ma thèse, moi, c'est de comprendre cette dynamique d'agrégation des sargasses, puisqu'elles se forment en radeau, on arrive à les détecter par satellite, et de comprendre comment ça s'agrège en radeau, ça fait des sortes de filaments, et comment après elles se font transporter jusqu'aux plages, parce qu'elles s'agrègent en radeau au milieu de l'Atlantique tropical, et peu à peu, avec les courants océaniques, elles arrivent sur les plages et elles s'échouent massivement, ce qui crée donc ces problèmes. Moi, par exemple, je suis en troisième et plus tard, j'aurais peut-être envie de devenir chercheur. Est-ce que toi, à l'époque, en troisième, t'avais aussi cette idée-là en tête? Pas du tout. C'est quoi? Pas du tout. Alors, ouais, mais c'est hyper intéressant ta question parce que du coup, en troisième, moi de base, je voulais faire du spatial. Donc vraiment, j'étais passionné du spatial, astronaute, assez, on va dire, classique finalement. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai fait donc, le lycée scientifique, donc le bac S. Après, j'ai fait une prépa scientifique aussi. Puis, j'ai fait des études d'ingénierie en sciences des matériaux. Donc, rien à voir avec l'océanographie pour l'instant. J'ai fait de l'ingénierie dans le spatial, donc en mécanique orbitale. Donc, c'est l'étude des trajectoires des satellites. Donc, encore rien à voir avec l'océanographie. Et en fait, l'année dernière, il y a 2 ans, j'ai voulu changer parce que je voulais utiliser justement... on va dire mon cerveau, pour avoir cet aspect un peu plus recherche, pour mieux comprendre du coup le dérèglement climatique et les impacts du réchauffement climatique sur nos sociétés en fait. Du coup, après 4 ans d'ingénierie, j'ai décidé de changer. J'ai repris un Master 2 à Toulouse et en reprenant ce Master 2, en fait, après je suis arrivé en océanographie et ici actuellement en train de te parler. Donc en fait, j'ai pas eu un parcours linéaire, c'est-à-dire je me suis pas dit en troisième, je sais ce que je veux faire. Je savais que je voulais faire quelque chose dans la science parce que j'ai toujours été passionné par ça, mais pas du tout la même chose. Donc je me suis un peu cherché. Et peut-être que plus tard aussi je changerai encore parce que au final c'est ça, c'est le but, c'est de s'éclater un peu dans ce qu'on fait, quoi. Et ça montre que la diversité des études et qu'on n'est pas obligé de tout le temps rester sur la même voie, qu'on peut divaguer, etc. Exactement. Là, j'ai dit, c'est un parcours un peu classique, c'est-à-dire que j'ai fait lycée, prépa, la voie royale, entre guillemets, et après l'école. Mais en fait, on peut passer directement par la fac, faire licence master, par les IUT, faire une prépa, puis après l'université. Enfin, en fait, tout est ouvert. Le seul truc qu'il faut, c'est de la motivation dans le sens où il faut construire son parcours. C'est-à-dire que ça tombera jamais comme ça. Il faut un peu identifier ce que les gens veulent faire, ce que toi tu veux faire, ou les auditeurs. Et après, essayer de construire, de chercher tout seul, parce que personne ne le fera à ta place. Donc c'est un peu l'idée que moi j'avais. Je ne l'avais pas en troisième, ça je peux te dire, mais si c'est le conseil que je peux donner, c'est ça. Il y a Internet maintenant, vous cherchez un peu les métiers, il y a des salons d'orientation. Puis en fait, en discutant avec les gens, en envoyant des mails, très rapidement, on est orienté de la bonne façon en fait. Est-ce que tu vois une différence entre ingénieur et chercheur? Ouais. T'as vraiment Alors, je n'opposerai pas les deux. En fait, la grande différence entre ingénieur et chercheur, c'est pas la méthode de travail, parce qu'elles se ressemblent. Parce que moi, j'étais donc en ingénierie spatiale et on me demandait donc de travailler sur des ordinateurs. J'utilisais
je réutilise en sciences ce que j'ai appris en ingénierie, mais on va dire que c'est sur l'objectif de travail. En ingénierie, souvent, le but, c'est de développer un outil et de ne pas l'utiliser. C'est-à-dire qu'un ingénieur, si je prends l'exemple d'un satellite que je connais bien, un ingénieur, le but, ça va être de faire en sorte que l'outil satellite fonctionne, qu'il soit opérationnel et que dès qu'il y a un problème, il soit là pour réparer, on va dire, ou pour améliorer cet outil. Le scientifique, lui, il n'est pas là pour forcément tout comprendre à l'outil, mais il est là pour utiliser ce que l'outil lui donne. Donc pour les satellites, si je prends un exemple, l'ingénieur spatial, il va être là pour être sûr que le satellite fonctionne, et le scientifique, il va être là pour utiliser la donnée du satellite pour après en faire quelque chose en fait. Et du coup, c'est complémentaire. Donc ou si on reprend un truc avec les Lego par exemple, on va dire que celui qui aime bien jouer au Lego, l'ingénieur, il va bien construire plein de choses, et on va dire que le scientifique, il va essayer de prendre ses Lego pour créer des nouvelles choses en fait. Donc il y a un aspect un peu plus créatif au niveau de la science, mais en tant qu'ingénieur, il y avait un aspect aussi un peu plus de compréhension de l'outil. Donc ça va dépendre de ce qu'on préfère faire. Mais les deux sont très liés quand même. Du coup, maintenant, tu es doctorant et tu viens juste de commencer ta thèse. Ouais. Est-ce que tu connais un peu les étapes de la thèse et comment on l'a construit, etc. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer? Alors, ouais, ça va être. Alors, c'est un peu le début, donc c'est dur, mais Ouais, ok. en fait, ça va dépendre de chacun, encore une fois, puisque dans une thèse, on est assez libre. Donc, une thèse, il faut le voir donc comme 3 ans où on est sur un sujet spécifique, c'est un projet. Et au bout de ces 3 ans, on fait une soutenance où on devient le grade de docteur. Donc ça paraît un peu pompeux comme ça, mais au final, c'est un peu une suite d'études, parce qu'on fait normalement une licence, donc Bac plus 3, master, Bac plus 5, et après doctorat, Bac plus 8. Et après, on devient officiellement scientifique. Et sur l'étape de la thèse, il n'y a pas vraiment d'étape, si ce n'est qu'il faut à la fin faire une soutenance, et il faut avoir un article scientifique pour valider cette thèse. Mais comment le déroulé de la thèse se fait, ça va dépendre de chacun. Il y en a qui vont aller très vite au début, il y en a qui vont dire ils vont prendre le temps, il y en a qui vont vouloir, on va dire, publier un peu plus d'articles, parce que notre métrique en tant que scientifique, malheureusement, c'est beaucoup l'article et pas forcément sa qualité d'article. Donc ça, c'est quelque chose qui est en débat au niveau du milieu scientifique, c'est d'essayer de faire moins d'articles, mais de plus grande qualité. Bon, ça c'est des débats internes, on va dire. Mais du coup, pour revenir sur la question, ça va dépendre de chacun en fait. Moi, personnellement, ce que j'essaye de faire, c'est au début, je marche souvent comme ça, je suis très motivé, donc je travaille pas mal au début, et peu à peu, après, je me mets en rythme de croisière, on va dire. Pour l'instant, je suis en train de devenir sur mon rythme de croisière. Ok. Voilà. Parce que la thèse, beaucoup la font en 3 ans, mais ça peut s'étaler sur plusieurs dizaines d'années. C'est large, non? Pas forcément. Pas forcément. En France, on a une chance, c'est que, par exemple, moi j'ai une thèse de l'école doctorale. Donc une thèse, ça demande des financements, c'est-à-dire qu'on est quand même payé, on ne fait pas les choses gratuitement, même si c'est passionnant. Mais pour être payé, il faut des financements, et pour avoir des financements, il faut les gagner. Donc soit le directeur de thèse, puisqu'on travaille avec un directeur de thèse, il a des financements parce qu'il a participé à des appels à projets, à des bourses, et du coup, il recrute quelqu'un sur ses financements. Soit, comme moi j'ai fait, on passe à un concours de l'école doctorale qui est un oral en fait, où on défend notre sujet, donc le sujet que je vous ai présenté au tout début, et on essaye de gagner ces financements qui sont financés donc par l'argent public, donc l'université pour ma part. Et du coup, c'est pas illimité, parce que souvent, en France, une thèse, vu qu'elle est quand même financée sur l'argent public la plupart du temps, elle dure 3 ans. Elle peut être prolongée de quelques mois. Ça dépend justement du financement, si on arrive à en retrouver. Mais on va dire que la norme, c'est 3 ans. Ok. Mais si on va aux États-Unis, c'est complètement différent le fonctionnement. Eux, ça peut être 4, 5, 6 ans, sous réserve qu'ils trouvent eux-mêmes des financements. Donc on est dans un compromis. Nous, on a un peu moins de temps, mais en même temps, on est sécurisé. Et aux États-Unis, ils peuvent avoir plus de temps, mais c'est à eux de chercher leur financement, quoi. Tout est une question d'argent au final, du coup. Souvent, et de financement. Même en sciences, même si notre but c'est de comprendre le monde qui nous entoure, ça dépend aussi de comment on nous finance. Donc c'est pour ça que c'est assez important
de financer en fait la recherche ou les études scientifiques, c'est que ça permet d'avoir plus de gens aussi qui sont là pour comprendre ce monde en fait. Bah, je pense que j'ai fait un peu le tour de mes questions. Merci à toi d'avoir répondu à cette interview du coup, Julien. Merci à toi. Merci à l'OMP aussi de nous avoir accueillis dans ses locaux. C'était tout pour ce petit podcast. On se retrouve à la rentrée pour toujours plus de podcasts avec le reste de l'équipe. Salut, c'était l'Info décalée.